Salut à tous les rêveurs et les créateurs. Vous n'avez pas abandonné l'art. On vous a juste appris à le mettre sur pause. Ce podcast est là pour vous aider à désobéir et à appuyer sur play. Bienvenue dans les clés de la créativité. Un espace pour celles et ceux qui pensent que créer, c'est s'exprimer, respirer, exister. Un vendredi sur deux, vous entendrez la voix d'un artiste, d'une créatrice ou d'un agitateur culturel. On parle d'inspiration, de doute, de parcours, de tout ce qui rend la création vivante et essentielle. Envie de nous suivre aussi entre les épisodes? Direction Instagram, TikTok ou LinkedIn, les clés de la créativité tout simplement. Ici, on ne vous demande pas d'être parfait, juste d'être vous-même. L'épisode commence. Bonne écoute. Aujourd'hui, dans les clés de la créativité, je reçois Erwan Corveler. Erwan est professeur de musique, mais il est aussi compositeur et chef d'orchestre. Je vous laisse découvrir son parcours, faites attention, c'est un épisode en 2 parties. Vous pourrez découvrir la seconde partie dans 15 jours dans les clés de la créativité également. Bonne écoute. Bonjour Erwan, bienvenue dans les clés de la créativité. Je voudrais que tu nous parles de ton parcours pour commencer. Bonjour Thomas, d'abord merci beaucoup pour l'invitation, en tout cas c'est super sympa. Alors oui, dans mon parcours, alors moi je suis là au jour d'aujourd'hui, je suis actuellement professeur d'éducation musicale en collège. Je travaille pour l'éducation nationale, donc j'enseigne aux adolescents la musique dans les collèges. Et je suis également, on va dire en marge du travail, je suis chef d'orchestre. Je dirige un orchestre à Nancy qui s'appelle l'Harmonie nancéenne. C'est à peu près une trentaine de personnes. Ce sont des instruments à vent et percussion. Et je fais beaucoup de composition musicale. C'est une des activités qui me prend le plus de temps, notamment. Donc j'écris de la musique. Euh, voilà, donc alors c'est mon credo, hein, créer de la musique, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et en fait, j'aurai peut-être l'occasion de t'expliquer, mais c'est quelque chose que j'emploie à la fois dans mon travail, au collège, mais que j'emploie aussi dans les orchestres. J'ai déjà fait créer des œuvres par l'orchestre que je dirige. Et donc voilà, c'est vraiment ça, c'est ce que je fais actuellement. Alors mon parcours musical, au départ, j'ai commencé la musique à l'âge de 13 ans et j'ai commencé par un instrument qui s'appelle le cor d'harmonie. Donc c'est cet instrument qui ressemble beaucoup au cor de chasse, un instrument rond de la famille des cuivres, mais le cor d'harmonie est évidemment un petit peu plus élaboré, un peu plus complexe. C'est avec cet instrument-là que j'ai commencé. Et donc j'ai vraiment enfin ça m'a tout de suite passionné, j'ai tout de suite beaucoup accroché. Quand je sortais du lycée, je sortais des cours, je me ruais au conservatoire pour aller travailler mon instrument. Euh, voilà, j'ai tout de suite énormément accroché. J'ai été passionné par la musique. En parallèle, j'écoutais beaucoup de musique. Et donc voilà, ça c'est mon parcours en tant qu'adolescent. Bon, lorsque je suis passé dans le monde étudiant, j'ai fait mes études, j'ai fait un parcours à Sciences Po, en fait, pour m'orienter au départ. Mon projet au départ, c'était de travailler dans le mécénat musical, c'est-à-dire donc tout ce qui est recherche de fonds, recherche d'argent. Bon, finalement, ça s'est pas exactement passé comme ça, et puis ça m'a moins intéressé. Et en fait, sitôt fini mes études, en fait, j'ai vu que on pouvait rentrer dans l'éducation nationale. Il y avait des concours, il y avait le CAPES, il y avait voilà, il y avait tous ces concours-là. Donc j'ai passé le CAPES de professeur de musique. Et donc aujourd'hui, j'enseigne la musique dans les collèges. Alors c'est quelque chose, c'est un métier qui est passionnant, qui parfois peut être un petit peu frustrant parce qu'on n'est pas forcément toujours, on va dire que on a affaire à un public, le public adolescent, qui n'est pas forcément toujours extrêmement réceptif à ce que l'on propose. Mais au final, il y en a quand même plein qui sont réceptifs. Et puis ça dépend de nous aussi, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va intéresser les élèves à la musique, comment est-ce qu'on va leur proposer une approche qui va les intéresser, comment est-ce qu'on va leur proposer des ponts entre les musiques qu'eux, ils ont l'habitude d'écouter, qu'ils aiment bien, et puis ce que nous, on voudrait leur faire découvrir, parce que l'objectif aussi, c'est ça, c'est de faire découvrir la musique aux élèves. Donc voilà. Alors, c'est vraiment quelque chose, voilà, c'est le travail que je fais. Et j'ai appris à maîtriser ce travail, j'ai appris un peu à dompter la bête. Et plus les années passent, et plus je trouve ça intéressant, j'y découvre toujours énormément de choses. Alors, dans les questions que tu me poses notamment, il y avait
première émotion musicale forte, Tu vas me je laisser crois. les poser. Ah bah voilà, oui, pardon, excuse-moi. D'accord, ok, je dis rien. Alors, on rembobine. Ouais, voilà. Je n'ai rien dit. Je te laisse poser la question. T'inquiète. Mais en fait, avant ça, effectivement, Oui, je me rappelle bien, moi, de mes émotions musicales lorsque ouais, j'étais collégien et lycéen. ouais. C'est vrai que c'est pas du tout les cours de musique qui m'ont fait aimer la musique. Alors j'ai un gros Mhm, problème avec la musique à titre personnel, c'est que je l'aime trop. mhm. J'aime trop la musique, je ne peux pas travailler en musique parce que je me perds, je ne travaille pas, je me mets à écouter, je cherche les rythmes, je cherche la basse, je cherche Ouais, à ouais, trouver ce que fait le batteur, je me demande pourquoi le guitariste a joué telle suite d'accords ouais, plutôt ouais, que... et je me perds. Et je ne peux pas écouter de musique en conduisant parce que je me perds. Donc ouais. voilà, je fais très très attention avec la musique, c'est dangereux pour moi. Euh, mais parce que c'est vrai, c'est plein d'émotions fortes, ça peut faire vivre Bien énormément sûr. de choses, te faire pleurer, te donner la pêche, te donner le courage d'affronter Ouais, d'affronter des ouais. situations difficiles. Mhm. Et donc voilà, il y avait cette question qui arrivait, c'est est-ce que tu te souviens de ta première émotion musicale forte, celle qui t'a Ouais. profondément marqué? Alors, ma première émotion musicale forte, j'étais haut comme trois pommes, a priori. Ça devait être quand j'avais 6 ou 7 ans. Euh, quand on habitait à l'époque en région parisienne, à Annecy-sur-École, on avait une grande maison et puis il y avait une chaîne. Alors, à l'époque, dans les années 90, c'était les grosses chaînes, c'était quasiment un meuble, hein, le machin. Et ça lisait à la fois les CD, les vinyles, ça faisait un petit peu tout, ce que ne font plus trop les lecteurs d'aujourd'hui. Et donc, il y avait des CD que j'écoutais régulièrement, et une des premières musiques dont je me souvienne, c'est notamment Peer Gynt de Grieg, de Edvard Grieg. Donc, c'est vraiment un compositeur norvégien. C'est une musique de scène, en fait, qui a été écrite pour une pièce de théâtre. Les aventures d'un aventurier qui s'appelle Peer Gynt, qui est un petit peu foufou, qui fait un petit peu n'importe quoi. Ça se termine très mal. Mais voilà, j'écoutais la suite de Peer Gynt et c'est vraiment les premières émotions musicales que j'ai eues en tant qu'enfant. Ça m'a énormément marqué. Je me souviens qu'avec ma sœur, souvent, on proposait des jeux de scène, des petits jeux de théâtre, des jeux d'enfants sur le son de cette musique. On s'amusait en faisant ça. Et ça, vraiment, c'est quelque chose. C'est une musique. Il y a tout dans cette musique, hein. Il y a des passages très doux, etc. Il y a des passages tempétueux. À un moment donné, ça représente une tempête. Il y a un moment donné, il y a une musique de fête. Enfin, il y a un petit peu toutes les émotions possibles. C'était extrêmement varié. Et ça a été une de mes vraiment premières émotions musicales fortes où j'ai ressenti que, waouh, on écoute le son, on peut être emballé par un son, on peut être, voilà, à cette époque-là, j'étais tout petit, je pensais pas que le fait d'écouter du son pouvait me faire cet effet. Euh, et alors en parallèle, il y avait également dans la même pièce que le lecteur de musique, il y avait un vieux piano que j'ai d'ailleurs récupéré de chez mes parents. Un très vieux piano complètement désaccordé et je me souviens que j'ai passé des heures à faire de la musique sur ce truc. Alors je ne savais absolument pas jouer et je m'en foutais en fait. Enfin, je me fichais totalement de ne pas savoir jouer. Je faisais en sorte que ça sonne. Je pouvais passer 2 heures à appuyer sur deux touches. Et ce qui est assez intéressant, c'est que bien des années plus tard, j'ai découvert notamment les styles de musique minimalistes. Je ne sais Mhm. pas si voilà, des compositeurs comme Philip Glass, les John Adams, Steve Reich te parlent. Et en fait, J'avais Satie en tête, moi, mais peut-être c'est oui, pas la bonne ref. alors c'est pas forcément la référence de la musique minimaliste, même si sa musique est assez simple. Mais en tout cas, aujourd'hui, quand on parle de minimaliste, les Américains, en l'occurrence, ont fait pas mal autorité dans la matière. La musique de Philip Glass est assez connue, elle est apparue dans certains films. Dans certains films, elle est assez fréquemment jouée, c'est un des plus connus, bon, mais il y en a plein d'autres. Et donc c'est une musique assez répétitive, et en fait, sans m'en rendre compte, quand j'étais tout minot et que j'appuyais sur deux touches du piano, j'avais découvert un peu les prémices de ce que pouvait être ce genre de musique. Évidemment, ce que je faisais en tant qu'enfant n'avait rien à voir avec ce que font les compositeurs qui ont passé des années à étudier ça. Mais c'était assez génial en fait de me dire que ah oui, en fait, ce qui se fait là, je l'ai plus ou moins découvert un peu tout seul. Donc ça, c'est vraiment une émotion musicale forte. Alors si je peux en donner une deuxième, Bien sûr. j'avais vu notamment, étant petit, ça te parlera peut-être, le dessin animé Fantasia Ah de Walt Disney. oui. On est une génération à avoir grandi pas mal avec ce dessin animé. C'est un des tout premiers dessins animés qu'on ait eu à la maison.
Et c'est vrai que alors c'est le Fantasia des années 30 parce qu'il y en a un 2000 qui est sorti, qui est très différent, qui est intéressant aussi à sa manière, hein. Mais moi, j'ai grandi surtout avec celui des années 30 Fantasia en et celluloïd avec la danse des balais, avec le tout à fait. casse-noisette. Tout à fait, voilà. On se souvient de Mickey, notamment avec, dans l'apprenti sorcier de Paul Dukas, hein, c'est C'est vraiment, ça. ça a fait connaître l'œuvre. Le concept du dessin animé est très intéressant parce que c'est faire du graphisme à partir du son. Et ils ont quand même très très bien performé parce que ce qui est incroyable, c'est qu'on a des choses des fois qui sont très concrètes avec l'histoire de Mickey, etc. Il y a à un moment donné la musique de Poncelli avec les crocodiles, les hippopotames qui font un ballet, voilà, tout ce Absolument. genre de choses. Et en même temps, on a aussi des musiques, enfin, on a aussi des fois des dessins qui sont extrêmement conceptuels et très abstraits, qui représentent le son à l'état brut. Je pense notamment au premier dessin animé sur la toccata et fugue en ré mineur de Jean-Sébastien Bach, où ils font en fait circuler des formes, des couleurs. Il y a un moment Ouais. donné, ils dessinent des archets de violon, ils dessinent des cordes. Enfin voilà, ils décortiquent un peu l'instrument de musique. Il y a un côté très conceptuel et je trouve que pour les enfants, c'est une approche formidable et de la musique et de ce que peut être aussi l'art conceptuel, l'art visuel conceptuel, l'art contemporain. Enfin, c'était génial. Et moi, je me rappelle qu'il y a une œuvre qui m'a énormément marqué dans ce dessin animé. Enfin, toutes elles m'ont marqué, mais une œuvre qui m'a marqué plus que les autres, c'est Le Sacre du Printemps de Igor Stravinsky. C'était la musique notamment qui avait été utilisée dans le dessin animé. À l'image, ils avaient montré la vie au Jurassique, hein, les dinosaures, etc. Enfin, c'était le dessin animé avec les dinosaures. Et c'est comme ça que j'ai découvert Le Sacre du Printemps. Et cette musique m'a absolument fasciné. Alors c'est une musique qui est rude, hein. C'est une musique qui est assez brute de décoffrage. On est sur l'époque Stravinsky, on commence à être sur l'époque des musiques atonales, des musiques qui sont voilà, on n'est plus dans les belles mélodies consonantes, on est dans quelque chose d'assez rude, hein, d'assez différent. Ça va amener toutes les musiques du XXe siècle, hein, en partie. Mais j'ai trouvé cette musique tellement incroyable, tellement forte, tellement bien écrite, et puis ça allait tellement bien avec le dessin animé, que ça a été pour moi aussi une révélation, en quelque sorte. Enfin, c'était vraiment, vraiment, vraiment important. Dans ce que je comprends, en fait, est-ce que tu as toujours su que tu voulais composer ou est-ce que c'est venu naturellement? Alors au départ, disons qu'à l'âge de 6-7 ans, je me doutais pas que j'allais faire de la composition. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que j'ai eu l'intuition à cette époque-là déjà que j'avais envie de faire de la musique. Alors ça s'est pas fait tout de suite finalement, mais j'ai eu l'intuition que je voulais être musicien, ça c'est clair. Pas forcément compositeur, mais je voulais être musicien. Et donc on voit bien que t'as pas suivi un parcours classique, Non. conservatoire, études musicales, apprentissage, etc. Mais alors, raconte un peu le chemin de traverse, parce qu'on a compris que tu as joué du corps d'harmonie, Ouais. mais du corps d'harmonie à la composition, tu pars de tes 13 ans à aujourd'hui. Ouais, ouais, c'est ça. Alors en fait, j'ai effectivement fait de la musique en conservatoire, hein. Le corps d'harmonie, je l'ai appris en conservatoire. J'ai fait mes classes et puis je suis monté jusqu'au DEM, donc c'est diplôme d'études musicales. C'est, on va dire, le plus haut diplôme qu'on peut avoir en tant qu'amateur. Mais c'est vrai que j'ai commencé à la musique assez tard, parce que 13 ans déjà pour commencer la musique, c'est déjà un petit peu tard. Ça m'a pas forcément aidé d'ailleurs pour la suite, parce que j'avais tenté les concours du CNSM, donc le Conservatoire national supérieur de musique. Il y en a deux en France, il y en a un à Paris et un à Lyon. J'ai tenté les deux. J'ai failli rentrer à Lyon et puis finalement ça s'est pas fait. Je pense, avec le recul, c'est sans doute parce que j'ai commencé la musique relativement tard. J'ai commencé avec ça, avec le corps. C'est à la fois un parcours classique traditionnel puisque j'ai appris le solfège, j'ai appris tout comme il faut, qu'il me fallait. Et en même temps, comme j'ai pas forcément démarré au bon moment pour envisager une carrière de musicien en tant que tel, pas tout à fait le parcours attendu. Voilà. Et donc, bah, quand je suis passé en études supérieures, donc je suis allé faire mes études à Aix-en-Provence. Et ben, il y avait un conservatoire à Aix-en-Provence qui était pas mal. Et donc, je suis allé voir le professeur, je me suis inscrit, j'ai passé mes classes, j'ai passé mon DEM là-bas. Voilà. C'est après, en fait, c'était toujours en parallèle de mes études. Et une fois que j'ai eu mon diplôme de Sciences Po en poche, alors j'ai fait un master projets culturels internationaux et mécénat pour me rapprocher quand même petit à petit de ma passion, parce que petit à petit, je me suis rendu compte que je voulais faire un travail en relation avec ma passion, avec la musique. C'est arrivé progressivement, en fait, petit à petit. Au départ, c'est vrai que sorti de la terminale, le lycée, je savais pas forcément trop bien ce que je voulais faire. Une fois, à la fin de mes études supérieures, j'avais déjà éliminé ce que je ne voulais pas faire. Puis j'avais une petite idée de ce que je voulais faire. Alors c'est à la suite de ça que j'ai tenté les concours du Conservatoire supérieur de musique.
que je n'ai pas réussi. J'ai quand même réussi à passer un tour. En fait, ces épreuves en 2 tours, c'est comme les élections. Mhm. Et donc j'ai réussi à passer un tour et ça, il y a beaucoup de membres du jury qui m'ont dit à Lyon, je me rappelle, c'était en 2011 au CNSN de Lyon, beaucoup de membres du jury qui m'ont dit moi j'ai voté pour toi, franchement je t'aurais bien vu intégrer la classe. Bon, finalement la majorité ne s'est pas décidée en ma faveur, mais c'est comme ça. T'as, J'ai tenté, je savais que c'était risqué et j'ai tenté le coup et bon, ça n'a pas marché. T'as avancé derrière, c'est pas grave. C'est ça, Ça arrive à tout le monde de trébucher, puis c'est pas c'est ça, un gros trébuchage. Je sais pas c'est si on dit ça. trébuchage. T'as pas beaucoup trébuché. Non, bah disons qu'après, sur le coup, c'est sûr que c'est décevant, c'est frustrant, parce qu'on fait un travail énorme en fait pour arriver à ce genre de concours, à ce Je genre me de rends pas niveau. compte du travail que ça représente en fait. Alors disons que là pour le corps, moi, alors pour les cuivres, c'est un petit peu particulier. Il faut savoir qu'en temps normal, un musicien type pianiste, violoniste, qui se lance dans une carrière professionnelle et qui veut atteindre les hauts niveaux, il bosse en moyenne 7 à 8 heures par jour. C'est-à-dire qu'il se fait, c'est comme lorsqu'il travaille son instrument pour passer les concours, etc. Voilà, il se fait ses heures. C'est comme un employé de bureau. Je veux dire, il travaille le matin, il prend sa pause à midi, il retourne au charbon l'après-midi. Et ben, l'instrumentiste, c'est un petit peu ça. À faire des Euh, gammes toute la journée, des gammes, ou il fait quoi? alors, Quel genre de travail? bah, ce qu'ils font généralement, ce qu'on fait à peu près tous, après ça dépend des instruments, hein. Ce qu'on fait à peu près tous, c'est on commence généralement le matin par s'échauffer, bien échauffer l'instrument, échauffer le corps. Il y a même à une certaine époque, je faisais des échauffements corporels, des exercices de détente, des exercices de respiration. Ensuite, on attaque prise en main avec l'instrument, hein, c'est-à-dire qu'il faut se réveiller soi-même et réveiller l'instrument. Voilà, donc des pauses de son. On joue par exemple juste une note et puis on la fait durer de façon à ce que le son ne tremble pas, hein. Faut que ça soit, on fait une véritable recherche sonore très très pure. Ensuite, on peut commencer à attaquer gamme, exercices techniques, voilà, différentes gammes, différents doigtés pour bien travailler ces doigtés à l'instrument. Ça, les violonistes, les pianistes, ils font ça énormément. Nous, les cornistes, on fait aussi. Voilà, on fait ce genre de choses. Et puis après, une fois passé les gammes, alors ça peut être variable, hein, on peut passer 1 heure à travailler les gammes. Mais après, il va falloir travailler autre chose. Et souvent, ce qu'on bosse, on bosse des études, c'est-à-dire des morceaux qui ont été spécialement écrits par des musiciens. Il y a tout un répertoire pour ça, hein. Dans chaque catégorie d'instruments, on a un répertoire d'études. Des études pour instruments, où c'est clairement fait pour être un peu casse-gueule, pour mettre en difficulté le musicien. Et ça permet justement de faire progresser. On appelle ça, ce sont des études musicales en fait, hein, pour différents instruments. Il y a tout un répertoire pour ça. Et puis on peut, et puis, suivant le programme de la journée, suivant les échéances que l'on a, on va bosser nos morceaux de concours, on va bosser nos traits d'orchestre. Si par exemple, à un moment donné, parce que depuis le début, hein, j'ai fait de l'orchestre et moi, ce qui me passionne dans la musique, c'est l'orchestre, parce que il est clair que jouer de son instrument tout seul dans son coin, pour les pianistes par exemple, ça marche assez bien. Pour les autres instrumentistes, la plupart des autres instrumentistes, ça devient assez ennuyeux. Il est clair qu'on fait ce métier-là aussi, en grande partie, pour faire de l'orchestre. Et moi, ça m'a tout de suite passionné. Et bah, des fois, à l'orchestre, on a sur les partitions, on a des traits d'orchestre qui sont particulièrement difficiles. Et donc ça, je veux dire, c'est quelque chose, dans un orchestre semi-professionnel ou professionnel, lors du déchiffrage, on va dire qu'on peut se planter, mais à la répétition suivante, on a intérêt à avoir bossé son trait et que ça sorte nickel. Parce que bah, Tu peux expliquer ce que c'est qu'un trait d'orchestre? alors, ce qu'on appelle un trait d'orchestre, c'est à un moment donné un passage mélodique, parce que dans les partitions d'orchestre, on peut avoir, voilà, on peut avoir des contretemps, on peut avoir poum, 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 voilà, des trucs faciles, des trucs simples. Ça, on n'a pas besoin de bosser parce qu'on sait le faire. Par contre, on va avoir des choses particulièrement, à un moment donné, on va avoir un solo, par exemple. Ça, typiquement, le solo en orchestre, c'est quelque chose qui se travaille. Je te donne un petit exemple. Par exemple, tu connais certainement le boléro de Ravel. Oui. Alors, le boléro de Ravel, c'est deux thèmes, deux mélodies, en fait, qu'il a écrit, hein. C'est très simple, hein, comme œuvre. D'ailleurs, moi, je pense que c'est un peu le point de départ de la musique minimaliste. Mais, en fait, ces deux mélodies qui vont se suivre durant toute une musique et quasiment au début, à la fin un peu moins, mais quasiment pendant les 2 tiers de la musique, ce sont des musiques qui sont jouées en solo par les instruments de l'orchestre. C'est-à-dire que chaque instrument, enfin, tu vas commencer avec un solo de flûte, le même thème, le même solo joué à la clarinette. Ensuite, tu vas avoir un solo de basson, tu vas avoir un solo de saxophone soprano, sopranino, pardon.
Tu vas avoir un solo de saxophone ténor, si je me trompe pas. Tu vas avoir ensuite 3 instruments qui vont jouer en trio. Voilà, mais tu as énormément de solos, d'accord? Et donc ce thème, pa, da, 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 dan, da, 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 qui en soi n'est pas forcément extrêmement compliqué, il n'empêche que suivant les instruments, il peut être plus ou moins difficile. Je veux dire, le thème du boléro de Ravel, lorsque tu le joues pour la première fois en orchestre, alors l'œuvre elle est tellement connue que normalement, si tu connais ton métier, tu l'as déjà travaillé. Mais si jamais tu te plantes la première fois, bah, le chef d'orchestre il va pas accepter que la deuxième fois, enfin il t'attend au tournant, la deuxième fois qu'on le travaille, il va pas accepter que tu te plantes. Et Et donc alors, il se c'est passe quelque quoi chose si qu'il faut travailler. si le chef d'orchestre te tire les oreilles, il arrête le truc? Qu'est-ce qui se passe quand tu te Bah, plantes, justement? alors ça dépend du niveau de l'orchestre, hein. Je veux dire, moi par exemple, comme je suis actuellement chef d'orchestre, je dirige un orchestre amateur. Bon bah quelqu'un qui se plante plusieurs fois de suite, étant donné que c'est un orchestre amateur avec des gens qui bossent, qui n'ont pas forcément toujours le temps de travailler les solos et qui mettent du temps notamment à faire progresser leurs solos, évidemment je vais accepter. Je vais dire bon bah voilà, on ralentit le tempo, on joue la musique un petit peu plus lentement pour que ça soit plus facile, on prend le temps de travailler ça. Après, si la veille du concert, le musicien a toujours pas travaillé le solo, là, je vais peut-être commencer à m'énerver un peu parce que dire, bah voilà, ça fait plusieurs semaines qu'on est sur ce programme. Le solo, compte tenu de la difficulté, etc., là, à ce stade, il devrait marcher. Tout le métier de chef d'orchestre aussi de faire preuve à la fois de psychologie, parce qu'il ne s'agit pas de mettre une pression de dingue aux gens, mais il s'agit de faire en sorte que ça marche, de faire en sorte que, à un moment donné, bah, voilà, on soit tous ensemble, on soit prêts. Voilà, c'est un peu comme un concert, c'est un peu comme n'importe quelle, par exemple, compétition sportive, comme un match de foot, par exemple, hein, l'entraîneur de foot. Bon, bah, le joueur qui vient d'arriver dans l'équipe, voilà, il fait ses premiers entraînements, il n'est pas encore tout à fait au point, pas tout à fait au niveau. L'entraîneur va lui laisser du temps pour progresser. Par contre, la veille d'un match, la stratégie d'équipe, elle doit être montée. Voilà, tout le monde doit savoir le rôle qu'il a à faire. Je veux dire, celui qui est pas au point la veille d'un match, à un moment donné, on va commencer à lui dire, écoute, Coco, voilà, il faut se mettre dedans. Je ne sais pas si l'exemple est parlant, Si, hein. si, ça me parle Mais beaucoup avec deux voilà, enfants qui jouent au foot, ça me parle oui, très bien. voilà, oui, c'est pour ça que je faisais cette allusion-là. Mais ça peut être la même chose pour les équipes du Tour de France, des choses comme ça. Voilà. Absolument. Je pratique aussi l'aviron, club d'aviron, et ben, on rame beaucoup en équipage. Et bah, c'est vrai que voilà, lorsqu'on a des compétitions, des échéances, c'est pas des gros enjeux, hein, on fait pas les Jeux Olympiques, mais on met à un moment donné une stratégie d'équipage en place. Et puis, bah, l'idée, c'est qu'à un moment donné, tout le monde rame pareil. Donc voilà, un trait d'orchestre, pour revenir à ta question, un trait d'orchestre, c'est souvent sous forme de solo et c'est une partie particulièrement difficile. On appelle ça comme ça, un trait d'orchestre. Et donc, c'est Ok. quelque chose qu'il faut travailler. Ça, dans les séances de travail en individuel, bah, souvent, ça se travaille, les traits d'orchestre. Je me souviens d'avoir passé quelques heures à travailler des traits d'orchestre qui étaient vraiment difficiles et où je savais que la répétition suivante, le chef, il m'attendrait au tournant et il ne voudrait pas que je me plante. Donc, je Mais après, reviens à quand ma on aime, question. Il fait quoi, le chef d'orchestre, quand tu te plantes? Il vient te voir à la fin et dit, écoute, ah, là, vraiment, t'as été mauvais. Retravaille ça parce que la prochaine fois, je te sors. Il a moyen de te sortir de l'orchestre et dire, je vais prendre quelqu'un d'autre si tu continues tes âneries ou... alors encore une fois, ça dépend des orchestres, ça dépend des chefs d'orchestre. Dans un orchestre amateur, par exemple comme celui que je dirige, bon bah on va pas virer une personne, on va pas virer une personne pour ça. Voilà, c'est pas, enfin, de toute façon les gens sont raisonnables, ils savent à un moment donné quand ils n'ont pas l'envie ni le niveau ni le niveau ni l'envie pour travailler dans cet orchestre-là. Disons que, voilà, moi, jusqu'à présent, ça m'est jamais arrivé. Après, je suis pas chef d'orchestre depuis très longtemps. Mais par contre, j'ai vu des chefs d'orchestre. Alors, ça m'est pas arrivé à moi personnellement, mais j'ai vu des chefs d'orchestre. Et là, c'était pas après la répétition. C'était en pleine répétition, dire, écoute, là, ça va pas du tout. Soit tu travailles le solo, soit prochain coup, je trouve quelqu'un d'autre pour te remplacer. Ça peut se passer comme ça. Dans le milieu professionnel, il est clair que ça se passe comme ça, hein. Les musiciens professionnels, on considère qu'à un moment donné, quand tu es musicien professionnel, c'est comme n'importe quel métier, hein. Je veux dire, si tu es là, c'est parce que tu l'as choisi, parce que tu en as envie. Et donc, quand tu fais ce métier-là, bah, tu acceptes la charge de travail qui va avec, hein. Et on peut avoir à un moment donné une difficulté sur un déchiffrage, etc. Ça peut arriver, tout le monde peut faire des erreurs. Mais disons que le coup suivant, il faut se rattraper. Et donc moi, j'ai vu des chefs d'orchestre descendre des musiciens en flèche en pleine répétition.
Je ne sais pas si tu as vu ce film Whiplash. Non, j'ai pas vu ça. Non. Alors, Whiplash, c'est un film de Damien Chazelle, c'est un film américain, alors qu'il a des grandes qualités, il a aussi des gros défauts, mais ça se passe dans le milieu du jazz américain, donc aujourd'hui, hein, les big bands de jazz américains, et donc c'est un jeune batteur très très prometteur, très talentueux, qui fait de la batterie à très haut niveau, qui bosse sa batterie, il bosse sa batterie 8 heures par jour, à la fin il a les mains en sang tellement il a manié la baguette, et à un moment donné, il est sectionné pour être dans le grand big band de jazz de la plus haute école de musique de New York, là où jouent les meilleurs jazzmen du monde. Et il tombe sur un chef d'orchestre, mais qui est absolument imbuvable, qui est vraiment une véritable ordure, qui passe son temps à harceler les musiciens. Il est jamais content dès qu'il y a la moindre note de travers, il fait une esclandre. Et puis il humilie, il insulte les gens devant tout le monde. C'est vrai, enfin, c'est une politique extrêmement agressive. Alors, c'est un film, évidemment, c'est pas la réalité. Il n'empêche que c'est le genre de comportement que l'on peut des fois observer en orchestre. Alors, c'est pas la bonne méthode, hein. Selon moi, c'est pas la chose à suivre, parce que d'une manière générale, enfin, moi je l'ai remarqué, hein, c'est pas en stressant les gens que tu les amènes à donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais c'est vrai que c'est des comportements que l'on peut observer chez les chefs d'orchestre. Ok. Parce que le chef d'orchestre, en fait, il a sur lui, sur ses épaules, une grosse pression. Il a un public derrière. C'est lui qui va prendre un peu la responsabilité de ce que fait tout l'orchestre. Et en bon chef, forcément, il va engager sa responsabilité, son honneur et sa responsabilité sur le fait que l'orchestre joue bien. Et bon, si à un moment donné, il y a un musicien qui plante le truc, forcément, le chef d'orchestre, c'est sur lui en premier lieu que ça retombe. Il faut bien voir ça à l'esprit. Mhm. Et nombreux sont les chefs d'orchestre qui sont tentés justement de passer ce stress ou cette tension, de passer tout leur stress sur les musiciens. Ce qui, encore une fois, je le dis, n'est pas la bonne méthode. Parce que voilà, plus on met le stress aux gens et moins on obtient ce que l'on veut en fait. Il faut parfois, quitte à revoir ses exigences un peu à la baisse, enfin, moi surtout en orchestre amateur, hein, je travaille avec des amateurs, donc c'est clair que les gens, j'ai très très vite vu leurs limites, j'ai très vite vu ce qu'ils pouvaient me donner et ce qu'ils ne pouvaient pas me donner. Et donc je prends ce qu'ils peuvent me donner et j'essaie de l'améliorer. Ce qu'ils ne peuvent pas me donner, je le laisse. Je Faut ne vais pas éviter de essayer de le leur... demander, hein, Voilà, ça va mettre les c'est gens en ça, difficulté c'est ça. inutilement. Et j'ai remarqué souvent quand je faisais preuve de patience et que je me montrais bienveillant, mais qu'en même temps j'essayais d'obtenir, etc., mais tout en étant bienveillant, eh ben, je voyais que les gens, souvent, ils avaient plus envie de se dépasser. Parce que, voilà, ils comprenaient que j'essayais d'obtenir ça, que, bon, je serais capable de lâcher prise si je ne l'obtiendrais pas, mais en même temps, si j'essaie d'obtenir ça de leur part, c'est parce que je pense qu'ils peuvent me le donner. Et c'est la même chose avec mes élèves. Souvent, les classes d'élèves qui sont les plus, on va dire, les plus difficiles, enfin on va dire, les moins motivés pour travailler, ceux qui fichent rien, au bout d'un moment, je finis par lâcher prise parce que je comprends qu'ils ne sont pas capables de me donner ce que j'attends. Et Mhm. donc, souvent, quand j'embête un peu les élèves et les musiciens pareil, hein, je leur dis, mais là, si je vous enquiquine sur ça, voyez-le comme une marque de respect. C'est parce que je pense que vous pouvez me le donner. C'est parce que je pense que vous pouvez le faire. Hein, soyez, si à un moment donné, je vous enquiquine sur un détail, un truc, un machin, voyez-le de façon positive parce que c'est parce que je pense que vous en êtes capable. Et ça, c'est très important et j'essaie vraiment Mhm. de faire véhiculer ce message-là et c'est important pour les gens, je pense. On reviendra sur cette partie de prof de musique parce qu'elle m'intéresse beaucoup aussi, Ouais, mais je voudrais qu'on prenne un peu de temps pour venir sur la manière de composer. Parce que là, tu as ouais, parlé beaucoup de l'orchestre et de ouais, l'orchestration, et ouais. ça me pose, moi, ces questions-là. Quand tu composes, est-ce que, parce qu'un orchestre, hein, c'est des musiciens répartis d'une certaine façon pour obtenir un Ouais, certain son, est-ce que ouais. tu commences avec une mélodie, un rythme, une idée générale, une orchestration particulière? Alors, au tout début, lorsque j'ai commencé, les premières fois que j'ai écrit de la musique, en fait, dès que j'ai appris le solfège, j'ai su ce qu'était un compositeur, j'ai su ce qu'il maniait, et une des révélations pour moi, c'est la première fois que j'ai vu ce qu'on appelle un conducteur d'orchestre. Alors, un conducteur d'orchestre, qu'est-ce que c'est? C'est la partition du chef d'orchestre. C'est la partition où sont écrites toutes les parties d'instruments. Et la première fois que j'ai vu un conducteur d'orchestre et qu'en même temps j'écoutais la musique et que j'ai compris ce qui se passait sur la partition, en même temps que j'entendais la musique, je voyais que ça correspondait, ça a été une révélation.
C'est ça qui m'a clairement jeté dans l'idée que oh, mais moi aussi je pourrais faire ça. Je voyais ce que les compositeurs avaient réussi à écrire. Je me dis pourquoi est-ce que moi je n'arriverais pas à faire pareil? Et donc c'est vraiment là-dessus que ça a matché. Alors euh, après la genèse de l'acte de composition, la genèse de toute musique, elle est propre à chacun. Il n'y a pas de règle. Je suis pas dans la tête des autres. Je ne sais pas comment ils font. En tout cas, moi, c'est clair que avant, il y a une longue phase en fait avant de commencer à écrire. Il y a une longue phase où je vais me tourner et retourner une mélodie dans la tête. Alors souvent, ça commence avec une mélodie, ça peut commencer avec des accords. Hein, je veux dire, notamment un guitariste, tu vois, qui cherche des accords à la guitare. La guitare, souvent, ça marche par accord. On peut Mhm. aussi tout à fait faire des mélodies, hein, mais c'est vrai que souvent, un guitariste, il va beaucoup chercher des accords. Dans les musiques actuelles, tout ce qui est rock, etc., on fonctionne beaucoup aux accords. Mais évidemment, se pose la question de la mélodie qui se trouve derrière. Et bah, la mélodie, il n'y a pas de 36 solutions. Je veux dire, il faut se la chanter, se la retourner dans la tête. Alors moi, j'ai un piano à la maison et évidemment, à un moment donné, lorsque je sens, ah tiens, j'ai une mélodie, j'ai une idée dans la tête, hop, tout de suite, on va au piano. Je me mets au piano et je teste la mélodie au piano. Je commence à tester des accords avec. Enfin, voilà, je commence à faire ma musique, je commence à la jouer. Hein. Bien Mhm. avant de l'écrire, il faut savoir la jouer. Et donc, bah, souvent, je prends du papier à musique brouillon, et puis là, je vais commencer. J'ai fait ma mélodie au piano. Ah, mais tiens, voilà. Là, j'écrirai comme ça, j'écrirai comme ci, comme ça. Je commence à faire des esquisses, des ébauches de mélodies. J'ai souvent des tonnes de brouillons à la maison. Alors, il y a certains que j'ai jetés, il y en a d'autres que je garde. Mais des tonnes de brouillons à la maison où j'ai écrit les premières mélodies, les premiers trucs, etc. C'est souvent comme ça que beaucoup de compositeurs font. Après, il y en a certains qui vont jouer leur musique sans écrire jusqu'au jour où ils ont joué toute leur musique. Je pense notamment aux pianistes, hein, c'est souvent le cas, c'est-à-dire un compositeur qui est pianiste de concert, qui va lui-même jouer ses compositions au piano. Et ben en fait, toute sa musique, il va se la jouer au piano pendant des jours et des jours et des jours entiers, jusqu'à quasiment la prendre par cœur. Et Mhm. à la fin, en fait, il a quasiment plus besoin de l'écrire puisqu'il la connaît déjà par cœur. Alors, il va évidemment l'écrire pour la postérité, mais en fait, sa musique. Et donc là, dans ce cas-là, je veux dire, une fois qu'il a toute sa musique par cœur, eh ben, il n'a plus qu'à prendre le papier à musique et puis en quelques jours, c'est plié parce que il aura. Voilà. Moi, je Alors, ne fonctionne pas comme ça. moi, là, ça me pose une autre question parce que j'ai Ouais. l'impression que le fait d'écrire de la musique, je ne suis pas musicien moi-même, hein. Je Mhm. gratouille un petit peu de guitare, mais je ne suis pas Ouais. musicien. Écrire de la musique me paraît une plaie, en fait, comparée à la jouer. Alors, est-ce que tu peux décortiquer un peu ça? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on retrouve de la mélodie jouée dans la mélodie écrite, dans la manière d'écrire la musique? Ben, c'est-à-dire qu'en fait, comme je te disais, dans la tête d'un compositeur, écrire et jouer, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu inventes, Hmm. alors notamment, je pense à certains musiciens, notamment les jazzman, ils ont commencé avec ça, parce que dans l'univers du jazz, c'est une musique qui a été créée notamment en grande partie par le peuple afro-américain. Ça a commencé au 19e siècle, ça a continué au 20e, à une époque où, bon, sitôt sortis de l'esclavage, les Afro-Américains, ils étaient sous le coup de la ségrégation. Ils étaient maintenus dans une pauvreté et un dénuement extrême. Ils avaient accès quasiment à rien. Ils avaient notamment pas accès à l'éducation et encore moins à l'instruction musicale. Donc, on a affaire à des gens qui ont créé un style de musique pour beaucoup sans connaître une seule notion de solfège. C'est-à-dire évidemment, ça donne pas la même chose. Hein, c'est pas de la musique à la façon Maurice Ravel. On n'est pas du tout sur le même style. Mais et eux, dans leur tête, dans la tête de la plupart des jazzmen, et ça continue un petit peu aussi aujourd'hui avec les musiciens rock, les musiciens de musique actuelle, dans leur tête, jouer, c'est écrire. C'est-à-dire que tu vas à un moment donné improviser, tu improvises une musique, les jazzmen sont très forts pour l'improvisation, et ben l'improvisateur, c'est un créateur. D'une certaine manière, c'est une composition instantanée. Quand tu vas faire un solo de jazz sur un truc que tu as complètement inventé, quand tu inventes ta mélodie en direct devant public, parce que le jazz, c'est aussi ça, quand tu inventes ta mélodie en direct devant public, eh ben, tu es compositeur éphémère de ta propre mélodie. Alors, ta mélodie, si elle n'est pas enregistrée, bah, à la fin du concert, elle est perdue. Elle est dans l'oreille des gens, etc. Et ils vont apprécier. Mais bon, la musique va en rester là. Ce qui, pour beaucoup, ça ne les dérange pas parce qu'ils recommencent le même concert le lendemain, ils vont réinventer une autre mélodie. Voilà, ça leur pose pas de problème. Le compositeur, bah, lui, ce qu'il veut, c'est que la mélodie, elle reste. C'est tout.
Et donc, effectivement, l'acte d'écriture, bah, il peut être perçu comme un peu plus rébarbatif que l'acte de jouer. Mais bon, bah, l'écriture, si on a inventé ça depuis des millénaires, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que l'écriture nous permet de faire en sorte que nos civilisations soient permanentes. Et donc voilà, je veux dire, c'est ce qui nous permet d'avoir les archives de l'Empire romain, de l'Empire byzantin, de toutes les civilisations perdues. Bah, c'est l'écriture. Pour la composition, c'est pareil. Je veux dire, c'est les compositeurs Bach, Mozart, Beethoven, Mahler et j'en passe. Bah, ils nous ont laissé des traces de ce qu'ils ont créé. Mais au départ, c'était sans doute juste une mélodie jouée au piano, une mélodie jouée au violon, hein. C'était quelque chose qu'ils ont joué, qu'ils ont expérimenté avant de l'écrire. Ok. Je sais pas si ça répond à peu Si, près si, à ta ça question. répond en partie, parce que je me dis aussi qu'il existe des tas de musiques qui se jouent sur des traditions orales. Ouais, Euh, tout à fait. je pense notamment au djembé Ouais, sénégalais ou malien ou des ouais, choses comme ça, où il y a plutôt un enseignement à la voix et à ouais. l'écoute pour Mhm. reproduire. Après, c'est des mélodies rythmiques, peut-être c'est différent de Ouais, ouais. faire des compositions orchestrées. Mais Mhm. effectivement, j'entends bien que l'écriture, c'est le principe que ça reste. Et d'ailleurs, c'est ce qui Ouais, rend le truc un peu pénible comparé à jouer. Jouer, le son est joué, il est parti. Écrire, ouais, ouais, faut faire une trace, faut l'inscrire c'est dans le ça. papier. Et des fois, bah, tu te loupes, etc. Bah, après, si tu veux, c'est vrai que la musique, on a ce désavantage par rapport à d'autres disciplines artistiques. Si je compare par exemple à la peinture, à la sculpture, aux arts plastiques, bah, la musique, elle reste pas. Elle se joue dans le temps, et une fois que la mélodie est finie, elle est finie. Et donc, c'est vrai que par rapport à une sculpture, une peinture, je veux dire, si tu prends La Nuit étoilée de Van Gogh, bon, bah, une fois qu'il a eu fini de la peindre et qu'elle a été exposée, eh ben, la peinture, alors le tableau a été entretenu, restauré pendant des années, voire des siècles, mais c'est fixé. C'est quelque chose qui est fixé qui est fixé dans le temps. La musique, elle n'est pas fixée dans le temps. Et effectivement, c'est vrai que les musiques de tradition orale type africaine, bah, alors, je ne suis pas un spécialiste de musique africaine, hein, loin de là, mais je sais que c'est beaucoup par tradition orale. C'est souvent le musicien du village qui va faire entendre sa rythmique, qui va faire participer. Ça marche notamment souvent très bien avec les enfants du village. Et puis c'est comme ça qu'il va transmettre un peu sa mélodie. Mais la mélodie, et chez nous on a des mélodies populaires qui sont aussi transmises un petit peu comme ça, la mélodie, comme elle est transmise oralement, eh ben, elle va souvent se répéter dans le temps, mais avec des erreurs. Il va Oui, souvent y avoir des erreurs de copie. ou des Parce que, déformations, voilà, effectivement. voilà. C'est le principe, c'est le principe ce qu'on appelle le téléphone arabe, hein, c'est-à-dire que tu donnes une information, tu la fais transiter par 10 personnes, et ben à la 10e personne, l'information elle n'a plus du tout la même valeur, elle n'a plus du tout la même forme, c'est plus du tout le même message. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Donc effectivement, l'avantage de l'écriture, c'est ça permet de transmettre des choses extrêmement complexes, extrêmement précises. Voilà, je veux dire, le conducteur d'orchestre, une fois qu'il est validé par le compositeur, etc., il est imprimé, il est édité, il n'y a quasiment aucune erreur. Ça peut arriver qu'il y ait des erreurs dans les partitions, mais en général, voilà, c'est vrai que c'est comme ça qu'on travaille. Ça correspond au type de musique, en tout cas, que moi je fais. Hein, après, je conçois qu'effectivement, les jazzman, les bluesman, eux, ils travaillent pas du tout de la même façon et ça les dérange pas que les mélodies soient déformées dans le temps parce que bah, dans leur optique, une mélodie, ça évolue aussi. Puis ça fait partie du processus exactement de Tout à fait. création que bah, celui qui l'a entendu le reprend à sa sauce et le déforme et après tout, c'est pas C'est ça. forcément plus mal. C'est ça. Ok, vraiment, je trouve ça vraiment passionnant. Bah, comme je te dis, je me perds dans la musique et là Mm. j'apprends plein de choses que je maîtrisais pas. Je voudrais savoir un truc, ça arrive à beaucoup, donc est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu as eu un mentor? Est-ce que tu as eu quelqu'un qui t'a guidé sur ça? Ou est-ce que vraiment ça a toujours été une démarche personnelle, profonde et sans que tu aies besoin d'aller chercher de l'aide extérieure? Alors j'entends de l'aide, du soutien comme un mentor peut apporter, parce que personne travaille Ouais. ça tout seul de toute manière. Ouais, ouais, bien sûr. Alors, disons que bah, de toute façon, le parcours d'un musicien, c'est un parcours qui est fait de rencontres, c'est un parcours qui est fait de plein de choses. Alors, pour ce qui est de la composition en soi-même, j'avoue que j'ai quand même beaucoup été un loup solitaire. J'ai toujours été, bon, je suis quelqu'un de assez solitaire à l'origine, mais ça a toujours été un travail un petit peu solitaire.
J'ai pas forcément eu. Alors, il m'est arrivé de façon sporadique, des fois, lorsque de rencontrer des gens qui étaient un peu ouverts sur la chose. Il m'est arrivé de leur montrer, leur montrer mes compositions. Voilà, il y a des gens que ça intéressait, des gens que ça intéressait moyennement. Pour ce qui est de la composition, j'ai pas encore vraiment eu de mentor. Mais c'est vrai que bon, les professeurs de musique avec lesquels enfin les professeurs avec lesquels j'ai travaillé, notamment mes professeurs de corps, bah, eux m'ont vraiment fait découvrir tout l'univers de cet instrument et m'ont permis de voir, de découvrir plein de choses. Il y a certains chefs d'orchestre qui étaient plutôt bons, qui des fois m'ont inspiré aussi. Ça ne veut pas forcément dire que je suis allé discuter avec eux, mais rien que le fait de les entendre euh, nous expliquer telle ou telle chose en répétition, c'est quelque chose qui est formidable des fois. En fait, plus que le cours de composition en lui-même, la répétition d'orchestre, moi l'orchestre qui est un univers qui m'a toujours énormément inspiré, la répétition d'orchestre, c'est un super moyen pour apprendre à composer pour orchestre. Parce que la répétition d'orchestre, on décortique l'œuvre. On fait jouer instrument par instrument, pupitre par pupitre, groupe par groupe, etc. Et puis après, on met tout ensemble. Toi, tu es à l'intérieur, tu joues dedans, tu entends comment ça sonne, tu dis ah ouais, voilà. Puis alors, comme tu sais lire la musique en plus, tu sais traduire en langage solfégique ce que jouent les autres instruments. Ah oui, à cet endroit-là, les violons, ils jouent ça, ça s'accorde particulièrement bien avec ce que toi tu joues, ou etc. etc. Et lorsqu'on a un chef d'orchestre qui en plus sait harmoniser tout ça, expliquer à un moment donné tel pupitre, là ça va pas, etc. Moi, en tout cas, ça a nourri à chaque fois pendant très longtemps. Enfin, ça a nourri en fait ma réflexion de compositeur en disant ah oui, là le compositeur il a écrit tel truc, moi j'écrirais pas ça comme ça parce que je trouve que ça sonne pas. Là, il a écrit ça comme ça, je trouve ça formidable. Alors sans vouloir le copier, parce que l'idée c'est pas de copier, mais c'est un type de procédé d'orchestration dont je peux m'inspirer. De toute façon, la musique c'est les arts, la musique c'est un peu comme les matières scientifiques. On peut voir ça souvent, tu sais, un peu sous la forme d'une pyramide. Et donc, tu as ceux qui amènent leur pierre au début, puis ensuite, par-dessus, tu as une nouvelle couche, puis une nouvelle couche. Et à chaque fois, c'est des générations, en fait, qui s'enchaînent et qui construisent leur pyramide. Alors, le seul truc, c'est que la pyramide, à un moment donné, elle a une fin. Pour ce qui est de l'art, on attend toujours de voir la fin. En fait, c'est plus une tour qu'une pyramide, mais J'espère chacun que ça va apporter n'arrivera ça. jamais. J'espère J'espère qu'on aussi. verra jamais la fin de l'art et la fin de la musique. J'espère aussi. Bah, tu sais, actuellement, donc moi, je fais encore des études de direction d'orchestre. Je vais essayer de passer le DM de direction d'orchestre l'année prochaine. Mhm. Et je travaille avec Jean-Philippe Navarre, qui est le professeur que j'ai actuellement, qui est une personne passionnante, à la fois dans l'univers de la direction d'orchestre. Pour ce qui est de la composition, il a des opinions très intéressantes. Je suis pas forcément d'accord avec toutes ces opinions, mais bon, si on peut parler de mentor, en tout cas, c'est lui le mentor que j'ai actuellement, hein, de façon un peu éphémère, Jean-Philippe Navarre. Et lui, alors pas notamment, il est persuadé que tout ça va avoir une fin. Ah ouais? Alors ça fait pas partie des opinions. En tout cas, je ne veux pas y croire. Et j'espère que ce n'est pas vrai. Mais lui, il pense qu'on est arrivé un petit peu au bout de la créativité, que tout a été plus ou moins déjà inventé. Merci beaucoup pour le temps que vous venez de consacrer à cet épisode. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à le réaliser. Et si vous voulez continuer l'aventure avec nous, vous pouvez également nous retrouver sur YouTube, j'avais oublié de vous le dire en intro. Très bonne journée, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.